Être handicapé physique, une lutte quotidienne pour accéder aux bâtiments et aux transports publics, sans parler de l'accès à son propre appartement lorsque l'on est sur une chaise roulante. Qui peut imaginer une vie où les mouvements sont limités, mais pire encore, qui peut imaginer vivre aujourd'hui en Israël avec une allocation mensuelle de moins de 600 €, le montant de l'allocation accordée aux handicapés par les assurances nationales. Eh bien, c'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres d'ailleurs, que les handicapés veulent attirer l'attention sur une lutte qu'ils mènent depuis plus de 15 ans pour aligner leur allocation sur le salaire minimum, mais aussi pour qu'on les considère comme des gens normaux, comme vous et moi. Je vous propose de regarder l'histoire de Simona et Eriel, un couple d'handicapés qui a décidé de mener une vie comme tout le monde. Regardez. Une nouvelle vie commence pour Simona et Eriel. Ces deux jeunes handicapés s'installent ensemble dans leur nouvel appartement. Du thé normal. Combien de sucre? Sans sucre. Tu ne veux pas boire? Non merci. Il y a du gâteau si vous voulez. Merci. Ils se sont rencontrés il y a quelques années et échafaudent déjà des projets pour le futur. Je commence ma vie avec mon compagnon. Nous allons bientôt nous marier. Vivre dans un immeuble au milieu des autres habitants de la ville, une situation encore inédite il y a quelques années. Mais aujourd'hui, une campagne en faveur des populations handicapées vise à développer cette nouvelle intégration. Dans cette campagne devenue virale sur le net et sur les chaînes de télévision, de jeunes handicapés mentaux réclament de l'État de vivre comme tout le monde et de ne plus être envoyés dans des institutions spécialisées. Justement, que se passe-t-il dans ces structures fermées? Le personnel encadrant est convaincu de fournir les meilleurs soins aux handicapés. Nous sommes au centre Shikma qui a été créé en 1956. 153 pensionnaires, hommes et femmes d'environ 50 ans et de niveaux différents y vivent. Ici, c'est leur maison. L'endroit est ouvert aux visites. Le portail est ici seulement pour protéger les pensionnaires. Parmi ces structures, le centre Shikma, c'est l'une des 63 institutions israéliennes destinées aux handicapés mentaux adultes. 9 d'entre elles sont directement gérées par le ministère des Affaires sociales. Le reste est sous le contrôle d'associations privées. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, Jacqueline? Je peux rentrer? Bien sûr. C'est très beau. La plupart des pensionnaires ont intégré ces structures dès l'enfance. Ils ne connaissent pas un autre quotidien. Voilà, regarde comment ma chambre est propre. Tout est bien rangé et propre. C'est ici que je dors et ici mon amie Margalit. Les pensionnaires les plus âgés ont environ 70 ans. Si elles étaient nées aujourd'hui, elles ne seraient pas ici. Mais elles vivent ici depuis le début des années 60. À cette époque, on plaçait des personnes présentant un handicap mental dans ces structures parce que la famille ne pouvait pas les prendre en charge. Malheureusement, aujourd'hui aussi, c'est difficile pour ces familles. La fille de Ronit vit dans le centre Shikma depuis 20 ans. Elle se trouve dans un endroit avec des personnes qui lui ressemblent. Pourquoi les gens pensent-ils qu'ils désirent être avec des gens différents d'eux? Pourquoi? Qui en profite? Il s'agit d'une mode et les modes arrivent mais partent aussi. Elles changent au fur et à mesure. Alors je pense qu'il ne faut pas être influencé par les modes. Plusieurs options doivent être offertes suivant leurs besoins, leur état et leur moment de la vie. Cette semaine, une proposition de loi a été présentée par le député Ilan Gilon du Meretz et l'association Besrout. Objectif du texte, développer l'intégration dans les communautés urbaines des personnes handicapées mentales. En marge des efforts de l'État, le changement s'opère. De nombreux jeunes handicapés veulent dès à présent être intégrés dans les villes. Ils ont créé une association, Link 20. Une campagne publicitaire a été même lancée pour favoriser leur intégration et mettre un terme aux stéréotypes les concernant. Vous entendrez plusieurs fois des personnes chargées de prendre les décisions qui affirment savoir ce qui est bien pour eux. Et nous disons pourquoi? Il s'agit de 20% de la population des gens forts et ils peuvent exprimer leur volonté en leur nom propre. Ils savent exactement quels sont leurs besoins, ils savent exactement quoi faire. La société nous considère comme des malheureux et des faibles ou à l'opposé, ils nous considèrent comme des héros. Ils se demandent comment ils ont réussi, comment ils ont fait, mais ils ne sont pas supposés être capables de rien et pourtant.
Aujourd'hui, ils entendent prouver au reste de la société israélienne que l'intégration urbaine des handicapés est envisageable. Alors nous l'avons dit, voilà plus de 10 ans que les handicapés luttent pour aligner leur allocation sur le salaire minimum en Israël. Un rapport des assurances nationales publié il y a quelques jours montre comment la situation économique et sociale des personnes handicapées s'est dégradée. Eric, bonjour. Pouvez-vous nous faire un point sur la situation des handicapés en Israël aujourd'hui? Oui, absolument, Valérie. Alors il faut savoir qu'en Israël, il y a à peu près 500 000 handicapés, moteurs ou physiques, et une série de lois et de dispositions leur octroient effectivement diverses aides financières et tendent à réduire les discriminations dont sont victimes ces personnes. Alors on a sous-catégorisé en 5 familles. Il faut savoir que dans le bâtiment, il y a beaucoup de lois qui sont votées, notamment qui ont été votées pour favoriser l'accessibilité, notamment pour les parkings, les escaliers, avoir des rampes d'accès au niveau des escaliers, pouvoir accéder également aux toilettes. Il faut savoir que si ce n'est pas respecté, l'autorisation est tout simplement pas délivrée, on ne peut pas construire. Pour l'emploi également, on a décidé que les discriminations soient prohibées à l'embauche. Alors les contrats de travail, les conditions d'emploi, bien entendu l'accessibilité, les stationnements des véhicules pour handicapés, tout cela doit rentrer en ligne de compte pour les employeurs. Sinon, le prétendant à l'emploi peut attaquer le patron ou l'employé peut attaquer le patron. Dans le logement, c'est également pareil. Là, il s'agit beaucoup d'aides financières, à savoir des droits aux participations au loyer, des logements sociaux qui leur sont plus facilement fournis, bien entendu, et des budgets assez spéciaux. Dans les transports, on parle beaucoup aussi d'accessibilité, mais il faut savoir que récemment ont été votées des lois pour leur permettre, des chiens guides d'aveugles, par exemple, d'accéder à des restaurants, des taxis, ou bien même des supermarchés. Finalement des droits sociaux avec des pensions et des aides financières en tout genre pour réduire un petit peu toutes ces disparités, toutes ces inégalités dont souffre effectivement la population handicapée en Israël. Et malgré toutes ces lois et ces dispositions, Eric, la situation s'est quand même précarisée. Pourquoi ? C'est une bonne question et c'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées pour favoriser différents accès à cette couche de population. Mais effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a quelques jours, le rapport du Bitoire Leumi, la sécurité sociale en Israël, vient de confirmer ces disparités importantes. Alors, il faut que c'est remonté à 2003 en réalité avec ce qu'on appelle les décrets Netanyahou. À l'époque, en raison d'une difficulté économique du pays, on a dû serrer les budgets en Israël. Et donc, les premières personnes qui en ont hélas souffert ont été cette couche de population. Et depuis, bien entendu, la situation s'est améliorée économiquement dans le pays. Mais pourtant, en l'état, sont restés ces budgets, ces allocations. Donc, plus de droits, mais moins d'argent. En tout cas, face à cette situation, Jonathan Serrero, de grande précarité, la population handicapée d'Israël a entamé une grève de la faim pour alerter les pouvoirs publics. Oui, depuis dimanche dernier, les handicapés entendent protester contre leurs conditions de vie et les malheureux 2342 shekels d'allocation mensuelle qu'elles jugent bien évidemment insuffisantes pour vivre décemment. Ils réclament de pouvoir toucher au moins le salaire minimum fixé en ce début d'année 2017 à 5000 shekels environ. Une grève de la faim a été donc entamée aussi pour faire entendre leur voix et dire au reste de la population, aux pouvoirs publics, qu'eux aussi ont le droit de vivre comme tout le monde. Il faut savoir que cela fait déjà une quinzaine d'années que les personnes handicapées se heurtent à une administration inadaptée à leurs besoins. Rien ou peu a été fait pour favoriser par exemple leur intégration dans le marché du travail. Alors pour alerter les pouvoirs publics, les associations de défense des droits des handicapés se mobilisent. C'est le cas de cette association Israël Cruel, comprenez bien sûr Cruel avec ses handicapés, qui en collaboration avec la première chaîne de télévision en Israël, Arutz Harishon, a invité la population, toute la population du pays, à imaginer une journée passée dans la peau d'un handicapé. Et puis tout de même une lueur d'espoir pour certains handicapés, pour les aveugles. Cet espoir qui ne vient pas des pouvoirs publics, mais de la technologie. La société Mobileye, qui vient d'être acquise par Intel, a développé un appareil, une petite caméra pour permettre aux non-voyants de retrouver la vue. Regardez. Cette caméra miniature va révolutionner la vie de milliers de personnes malvoyantes. Ofek Sasson, lycéenne de 15 ans de la ville de Ramat Gan, à proximité de Tel Aviv, en a fait l'expérience. Avant d'avoir ces lunettes, la lecture me prenait énormément de temps. Je passais beaucoup de temps à faire mes devoirs et je fatiguais vite.
Ofek est née malvoyante. Pourtant, grâce à cette caméra fixée sur ses lunettes, les temps de lecture sont réduits et les devoirs scolaires compris en quelques minutes. Grâce à ces lunettes, je peux lire sans m'arrêter. Mes devoirs se font rapidement. Ces lunettes sophistiquées utilisent une technologie semblable à celle de Mobileye, la société israélienne rachetée par Intel pour 15 milliards de dollars. L'une de ses dernières prouesses s'appelle Orcam, des lunettes caméra conçues par le professeur Amnon Shashua et Ziv Aviram. Voici un objet électronique que l'on peut mettre dans votre poche. Cet objet communique avec la personne qui l'utilise grâce à un mouvement de la main. Par exemple, vous pouvez voir là-bas. La technologie doit faciliter le quotidien des personnes aveugles ou malvoyantes au même titre que les appareils auditifs pour les sourds et malentendants. J'ai reçu un appel d'un homme invalide de guerre qui a perdu la vue lors d'une opération militaire. Il m'a raconté que grâce à ses lunettes, il s'était rendu à la librairie et a acheté un livre. Après plus de 40 ans sans lire, il a terminé son livre. Il nous a remerciés. Des lunettes destinées aussi bien à la lecture de livres ou de journaux, elles peuvent être portées sans gêne tous les jours. Lorsque je vais chez mon prof de chant, je n'arrive toujours pas à lire le numéro de son appartement. J'utilise alors cet appareil pour enregistrer le numéro de la pancarte. Alors l'appareil le lit et je sais que je suis devant la bonne porte. Prix des lunettes entre 11 000 et 15 000 shekels, soit entre 2 500 et 3 500 euros. Un tarif certes élevé, mais qui pourrait être subventionné à hauteur de 50% par le ministère de la Santé. La lecture, la reconnaissance de produits, la reconnaissance de personnes, et ce n'est qu'un début. Nous voulons arriver à une compréhension visuelle complète, que le sens de la vue soit sollicité. Comme la compagnie Intel International, toute l'équipe de Orcam croyons dur comme fer au projet du prof. Amnon Shashua et de Ziv Amiran. Tout comme Mobileye, nous sommes une société et tout comme Mobileye, nous serons les meilleurs. Alors Jonathan Serrero, ça c'est une solution technologique, mais une pression des handicapés sur l'État qui a l'air de porter ses fruits quand même. Le combat ne fait que commencer, Valérie, puisque le député Meretz, dont vous avez signalé le nom, Ilan Gilon, lui-même concerné par un handicap, a déposé donc un texte de loi ces derniers jours pour que les personnes à mobilité réduite puissent enfin recevoir une allocation mensuelle équivalente au salaire minimum. Le parlementaire du parti d'extrême gauche Meretz s'est même entretenu il y a 3 mois de cela avec le Premier ministre Netanyahou pour accélérer le processus de cette loi. Il aurait promis que tout irait bien et qu'il ferait tout pour faire voter cette loi rapidement, selon ses termes. Ilan Gilon s'est aussi entretenu il y a 3 semaines de cela avec le ministre des Finances Moshe Kahlon. Le chef du Trésor lui a promis de créer une commission pour évaluer les besoins des personnes handicapées. Une solution pas très appréciée tout de même par l'intéressé. Pour accroître encore plus la pression sur le gouvernement, le député s'est joint en compagnie de sa collègue du Yesh Atid, Karine El-Ara, elle-même handicapée, à la grève de la faim actuelle entamée donc par les handicapés dans différents points du pays, dans l'espoir donc que les lignes enfin bougent. Et après Israël, direction les États-Unis, plus particulièrement Hollywood, où un Israélien est en train de briller après avoir produit contre l'avis de tous la série Power Rangers. Eh bien, le producteur israélo-américain Haïm Saban a été honoré d'une étoile sur la célèbre Walk of Fame d'Hollywood. Le magnat d'audiovisuel en a profité pour dénoncer la politique anti-immigration du président des États-Unis. Un Donald Trump à qui il laisse 100 jours de grâce, lui qui avait pourtant soutenu Hillary Clinton durant sa campagne. Son portrait dans ce reportage. Il reçoit la 2605e étoile d'Hollywood, récompensé pour sa longue carrière dans l'industrie du cinéma et de la télévision. C'est lui qui a créé la saga des Power Rangers, lancée dans les années 90 aux États-Unis, une série télévisée de super-héros en couleur, devenue depuis un succès planétaire. Sur la célèbre avenue d'Hollywood, il est également venu présenter son nouveau film sur les Power Rangers. Il nous a fallu 2 ans pour que le script soit prêt, mais je suis très fier du film. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes enfants et les jeunes générations ont besoin de super-héros. Haïm Saban a aussi profité des honneurs pour fustiger la politique anti-immigration du président Trump. Le milliardaire de 62 ans affirme avoir eu le cœur brisé quand il voyait récemment des familles déchirées.
Le monde n'est pas seulement composé de personnes hétérosexuelles et blanches. Le monde dans lequel nous vivons est très diversifié. Il y a par exemple des enfants autistes là-bas, et devinez quoi? Un enfant autiste peut aussi être un super-héros. Si vous êtes autiste, ne le cachez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez être un super-héros. Comme ces super-héros, Haïm Saban a fait le tour du monde. Né en Égypte, il émigre en Israël avec sa famille quand il n'a que 12 ans. Jeune adulte, il part s'installer en France, puis à Los Angeles, où il fera fortune, une certaine incarnation du rêve américain. Et toujours à propos des États-Unis, le vice-président Mike Pence s'est adressé aux représentants de la conférence américaine du Comité des affaires publiques d'Israël à l'AIPAC, à Washington. Mike Pence a assuré que Donald Trump envisage avec beaucoup de sérieux le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. On l'écoute. Mike Pence revient sur l'une des promesses de campagne de Donald Trump, le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Le vice-président a profité de l'EPAC, la réunion annuelle du lobby américain pro-israélien, pour rassurer Israël sur la question du transfert de l'ambassade. Sachez-le, après des décennies à simplement l'évoquer, cette fois, le président des États-Unis envisage sérieusement de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'est la première fois depuis plus de 2 mois qu'un responsable de l'administration Trump évoque cette question publiquement. En janvier dernier, Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, avait simplement déclaré qu'il était trop tôt pour en parler. Mike Pence a donc réaffirmé le soutien des États-Unis et Israël, notamment l'engagement américain pour assurer la sécurité de l'État hébreu. Le peuple américain doit le savoir. Nous allons chasser et détruire Daesh à sa source, afin qu'il ne puisse plus menacer notre peuple, nos alliés, notre allié le plus cher, Israël. Après une première journée de réunion, ce lundi, c'est au tour de Benjamin Netanyahou de prendre la parole. Le Premier ministre s'exprimera en duplex, le chef de l'opposition Yitzhak Herzog est lui à Washington. Tout au long de la conférence, de nombreux politiques américains, républicains comme démocrates, sont également attendus. Au programme, la lutte contre le boycott d'Israël, l'assistance à la sécurité de l'État hébreu ou encore des discussions autour des sanctions contre l'Iran. Depuis dimanche, plusieurs manifestations ont été organisées en réponse à l'EPAC. Des rassemblements anti-implantation ou pro-palestiniens. Dimanche, environ 200 manifestants se sont retrouvés devant la Maison-Blanche pour protester contre la conférence pro-israélienne. Et en marge de cette conférence de l'AIPAC, il y en a un qui tente d'asseoir sa stature d'homme d'État, c'est Naftali Bennett, qui s'est entretenu avec le conseiller spécial du Proche-Orient, du président Donald Trump, Jason Greenblatt. Oui, un Naftali Bennett qui a tout de même été reçu dans les salons cossus de la Maison-Blanche à Washington, un entretien de plus d'une heure qui, selon les proches du ministre de l'Éducation, s'est déroulé dans une ambiance des plus cordiales, Valérie, une rencontre importante selon eux, où il n'a pas été évidemment question des futurs programmes scolaires des enfants israéliens, mais plutôt des dossiers liés au conflit israélo-palestinien, aux discussions actuelles entre officiels américains et israéliens sur la poursuite ou non des constructions de l'État hébreu en Judée-Samarie. On le sait, le responsable du parti sioniste religieux est favorable à une poursuite des constructions et presse aussi le Premier ministre Netanyahou de tenir sa promesse de créer une nouvelle localité dans les implantations pour les déplacer de l'avant-poste d'Amana. Des informations transmises ce week-end par la deuxième chaîne de télévision faisaient état d'un accord entre le chef du gouvernement israélien et le président des États-Unis, Donald Trump, sur un engagement de l'État hébreu de freiner les constructions en Judée-Samarie contre la création d'une nouvelle localité juive pour les habitants d'Amona. Or, Benjamin Netanyahou a tenu à calmer les ardeurs hier en Conseil des ministres en affirmant qu'aucun accord n'était convenu entre les deux parties et que les discussions se poursuivaient entre Israéliens et Américains. La rencontre entre Jason Greenblatt et Naftali Bennett va donc dans ce sens. L'occasion pour le responsable du foyer juif d'exposer sa solution au conflit avec les Palestiniens au conseiller américain. Il l'a répété sur l'antenne d'I24 News en anglais. On l'écoute tout de suite. Mon approche, c'est d'établir la paix par l'économie. Donc il y a un effort à faire pour améliorer la vie de tous, celle des Arabes comme celle des Juifs. On a besoin de la paix, nous avons vraiment besoin de la paix. Mais la vraie question, c'est comment on y arrive. Soit on y arrive en découpant un petit pays en plusieurs territoires, soit par la force, soit en améliorant l'économie.
Et Naftali Bennett, Jonathan Serrero, qui se retrouve malgré lui au cœur d'une enquête, celle qui concerne Benyamin Netanyahou et cette fameuse conversation secrète avec Noni Moses, le patron du quotidien israélien Yediot Aharonot. Oh oui, Valérie, lors de cette conversation entre Benyamin Netanyahou et Noni Moses, ils ont évoqué ensemble le sort à réserver aux responsables du foyer juif juste avant les élections. Et la volonté du Premier ministre était de réduire le nombre de mandats que Naftali Bennett était susceptible d'obtenir lors de ces élections. Benyamin Netanyahou a ainsi exigé de Noni Moses des papiers à charge contre celui qui officiait à l'époque comme ministre de l'économie. Une proposition acceptée par le patron du Yediot Aharonot. Ainsi, le 7 novembre 2014, le journaliste Avidal Lahav publie ce papier dans les colonnes de Ynet, le site internet du Yediot Aharonot, avec en titre « Le ministre de l'économie s'est engagé à construire 700 centres d'accueil pour les personnes âgées. Seuls 39 ont été bâtis. » Et le papier de fustiger la politique mise en place par Naftali Bennett durant son mandat au ministère de l'économie. La journaliste confirme dans Haaretz que ce papier a été utilisé pour discréditer l'action du ministre et pour porter atteinte à son statut. Une manœuvre politique qui a fait réagir Naftali Bennett. Autant dire que le ministre de l'Éducation n'apprécie pas l'action du Premier ministre. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Vraiment déplaisant de voir le Premier ministre se tourner vers un patron de presse pour lui commander une série d'articles contre le foyer juif et en échange, il obtiendrait la fermeture d'Israël Hayom ou quelque chose de ce genre. Vraiment déplaisant. La police enquête, j'espère obtenir plus d'informations. Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais compris la provenance et le contenu de ces papiers et aujourd'hui tout s'éclaircit, tout devient logique, mais ce n'est pas bien. Une nouvelle affaire donc pour le Premier ministre Netanyahou avec un autre membre de sa coalition, un Benyamin Netanyahou qui ne parvient toujours pas à s'entendre avec le ministre des Finances Moshe Carlon sur le dossier du Tagid, cet office de radiodiffusion qui devrait faire concurrence à la Reshut HaShidur, le grand office de radiodiffusion israélien national. Une impasse qui pourrait mener le pays vers de nouvelles élections, une solution qui n'est pas aujourd'hui appréciée par les partis religieux, notamment par le Chass et les partis du judaïsme de la Torah. Hier, il y a eu une réunion entre Aryeh Deri et Yaakov Litzman, les deux chefs de file des partis orthodoxes israéliens, pour éviter d'arriver à des élections qui pourraient intervenir courant novembre, si possible. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, Eric. Reste avec nous dans quelques instants. Nous allons vous parler de bicyclette électrique ou traditionnelle. Ce moyen de transport, vous allez le voir, a vraiment le vent en poupe. Vous allez voir dans quelques instants avec Andrea Benisti et Julie Ebo que certaines femmes s'émancipent grâce au vélo. Restez là.